Alors, on ne vous a pas dit bonjour tout à l'heure. C'était peut-être plus intéressant d'entendre déjà la voix des deux poètes qui sont invités. Mais je vous salue quand même. Alors, merci d'abord au Marché de la Poésie, à Yves Boudier qui en est le président. Oui. Merci pourquoi? Eh bien parce qu'il a donné sa confiance à l'Association des découvreurs et à son président, Georges Guillain, qui est par là-bas. Et il a demandé, il a voulu nous associer à cette périphérie qui a lieu aujourd'hui du marché de la poésie. Je voudrais remercier également le lycée Sophie Berthelot, son proviseur, son intendant, qui nous soutiennent depuis des années dans toutes les actions que nous menons autour de la poésie et qui sont, vous le savez, nombreuses. On remerciera également la DAC, c'est-à-dire la Direction académique des affaires culturelles, qui elle aussi apporte son soutien à ces manifestations conduites autour de ce genre poétique. Et enfin, je remercie encore une fois, alors en général on les applaudit parce que leur accueil est formidable, parce qu'ils nous donnent un espace où les textes vivent de façon particulièrement lumineuse. Donc mes remerciements au Chanel pour toute l'aide, et là aux techniciens et à la médiatrice, vous pouvez vous avancer d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on vous voie, peut-être vous allez disparaître jusqu'à la fin de cette manifestation, et vous pouvez les applaudir. Ils travaillent depuis ce matin pour que les conditions techniques, et c'est pas facile parce qu'on est des amateurs, nous, hein. Nos élèves nous ont amené des fichiers absolument inutilisables. Enfin bon, depuis ce matin, ils se débattent en plus avec mon ordinateur qui a des faiblesses, et ils ont eu une patience d'ange. Je vous laisse la parole. C'est très classique de voir des enseignants qui s'empêtrent un peu avec les technologies contemporaines, hein, les ordinateurs. Moi-même, j'ai commis ce genre de bêtises. Alors mes remerciements, c'est d'abord à vous que je les adresse, puisque c'est très précieux pour nous et très, très encourageant de voir un public aussi nombreux de jeunes, de lycéens qui s'intéressent à la poésie, même si évidemment vos parcours scolaires vous contraignent un peu de vous intéresser à la littérature, mais je vois que la chaleur qui se dégage de la salle nous indique que c'est aussi parce que vous aimez être là en ce moment et que vous attendez quelque chose de l'écoute du poème. Vous avez remarqué tout de suite qu'il s'est passé effectivement quelque chose d'émouvant à l'écoute du premier texte de Seamus Blacklekin, puis ensuite de celui de Lily Frick. Merci à Georges Guillain, bien sûr, des découvreurs. Cela fait quelque temps que le marché de la poésie avait envie de nouer une relation avec les découvreurs. Et Georges Guillain nous a accueillis avec énormément de bienveillance, de gentillesse, et nous avons construit ensemble cette idée d'une table ronde, et puis de la rencontre surtout avec les deux poètes invités, et puis de la rencontre avec ce que vous allez vous-même proposer comme travail sur la poésie. Le 36e marché de la poésie, comme son titre l'indique, ça fait 36 ans que ce marché existe. Il se déroule à Paris, place Saint-Sulpice, pendant 5 jours. Il rassemble 500 éditeurs. C'est vraiment un lieu très chaleureux où les gens viennent non seulement de Paris et de sa banlieue, mais de toute la France pour rencontrer des auteurs, pour acheter des livres, pour participer à des conversations, à des débats. Et nous avons, nous, le besoin de sortir des murs de Paris, et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui à Calais. Nous étions hier à Barcelone, nous serons demain à Nice. Nous nous rendons dans différents lieux avec des partenaires pour rencontrer des publics, jeunes, moins jeunes, connaisseurs, peu connaisseurs, de manière à partager quelque chose d'essentiel, comme le texte de Seamus vous l'a fait entendre, quelque chose d'essentiel qu'on appelle la poésie, la création. Particulièrement aujourd'hui, le monde est dans un état préoccupant, il l'a toujours été sûrement, mais nous avons beaucoup de travail à faire, et la poésie, modestement, peut être non pas une aide à ce travail politique au sens large, mais quelque chose que l'on porte en soi et qui nous donne la force et la vigilance, l'émotion d'aller à la rencontre de l'autre et de construire ensemble nos résistances. Merci encore aux découvreurs, merci à nos partenaires de l'éducation nationale, sans lesquels peu de choses se feraient, et merci à vous-même d'être là présents. Alors,
On va installer une table ronde qui, évidemment, comme d'habitude, n'est pas ronde. Alors, je ne sais pas, Vincent, si vous voulez présenter peut-être. Oui, alors je vais les faire venir par ordre d'apparition. On va d'abord demander à Lily Frick et Seimus Daktekin de venir s'installer. Vous les avez entendus en lecture. Ensuite, je vais demander à Georges Guillain, qui est poète et président de l'Association des découvreurs, de venir nous rejoindre. À Jean-Christophe Planche, qui est inspecteur d'académie, responsable de la commission écriture contemporaine à la DAC. À Henri Guette, qui est un ancien élève du lycée Berthelot de Calais et aujourd'hui commissaire d'exposition. Et puis j'ai demandé à Yves Boudier de venir nous rejoindre, qui est donc poète et président du marché de la poésie. Alors tout à l'heure, vous avez entendu un petit texte de Seimus Daktekin qui s'appelle « Sortir de l'abîme », qui est un manifeste que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies et dans toutes les bonnes bibliothèques, donc n'hésitez pas à vous en saisir et à relire attentivement ce texte. Il nous semblait important, pour commencer cette rencontre, que vous entendiez nos auteurs, parce que le marché de la poésie se bat depuis toujours pour que ce soit la voix des poètes qui porte la poésie et pas celle des comédiens, pas celle d'autres personnes, que ce soit vraiment les poètes avec leur existence qui portent leurs poèmes. Le thème de cette table ronde, c'est le devenir du poème. Il se trouve que l'année dernière, au marché de la poésie, on a commencé à poser un état des lieux de la poésie. Et l'année dernière, donc, on a fait un peu le tour de tout ce qui pouvait se passer en France en France autour de... Oui, parce que je dois... Pardon. De tout ce qui pouvait se passer en France en matière de poésie, de faire un état des lieux. Et cette année, on s'oriente vers le devenir du poème. Essayer de se poser la question de savoir ce que va devenir le poème, donc qui va le porter aussi derrière ces événements. Et je pense que le texte de Seimus Daktekin était une bonne introduction en la matière. Il nous semble aussi important de vous prouver que les poètes sont des gens qui font partie de la cité, qui vivent dans le monde, qui vivent aussi les problèmes du monde, qui savent les regarder, et que ce ne sont pas de doux rêveurs qui sont sur leur nuage. Je voulais déjà en ce sens interroger Seimus, et s'il pouvait nous donner quelques explications par rapport à sortir de l'abîme. Alors, c'est toujours... on n'est pas des comédiens, donc on n'est pas habitué à voir le public dans le noir. Mais bon, c'est parce qu'on aime voir à qui on parle, qui est en face. Et je dis, c'est à travers l'attention à l'autre qu'on entre dans l'humanité. Et parce que d'abord, il faut pouvoir être humain pour après pouvoir être artiste ou être comédien ou être élève ou être professeur. D'abord, il y a cette humanité installée entre nous et le poème et la création, c'est pour moi une des manières, sinon la meilleure manière d'instaurer, d'inviter l'être à entrer dans cette humanité-là. C'est un texte que j'ai écrit en 2006, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est un texte que je mettais de côté, j'avais mis de côté et que je revisitais de temps à autre. Et quand j'ai vu un peu l'accélération de l'histoire, les guerres comme ça qui ont surgi de partout, j'en ai parlé à mon éditeur et donc on a préféré, on a mis ce texte en ouverture de mon précédent recueil qui s'appelle « À l'Ouest des Ombres ». Et quelques libraires qui l'avaient remarqué ont insisté pour que ça soit publié sous cette forme de manifeste. Mais l'idée, c'est de dire que tout seul, on ne peut pas exister et que la parole de l'autre nous invite à nous agrandir
et voir dans l'autre plutôt qu'un un concurrent, plutôt que quelqu'un qui met en danger notre pain, notre vie, notre travail, voir dans l'autre un compagnon de route avec qui on peut s'agrandir. Et si on arrive à voir de quoi il rêve, de quoi il se nourrit, de quoi, comment il parle, on peut aussi s'agrandir avec ses rêves, avec sa langue, avec ses connaissances. Donc l'autre comme une possibilité d'enrichissement, plutôt que comme menace à notre existence. Donc moi je suis d'origine kurde, donc ayant traversé toutes ces péripéties, je sais un peu de quoi je parle quand il s'agit de résister face à ces forces qui essayent de vous faire disparaître. Donc, mais ne pas tomber dans la haine, ne pas tomber dans la colère, ne pas tomber dans la frustration, mais essayer. Il y a un vers de Ibn Arabi qui dit « Mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme ». Donc, entraîner notre cœur, entraîner notre corps à accueillir, notre cœur à accueillir toute forme d'être pour qu'on puisse s'enrichir. Et la poésie, pour moi, c'est cette invitation-là. Donc voilà. Mili, est-ce que tu souhaites rebondir là-dessus et peut-être aussi donner une petite explication, pas de texte, mais une petite explication par rapport au texte que tu as lu en ouverture? Tu as un micro juste devant toi. Expliquer, pour moi, ça a toujours été difficile, puis c'est pas vraiment la forme de la poésie, ni même son... C'est pas à travers cette réalité d'expliquer qu'elle existe le mieux. Mais par contre, j'ai choisi, je savais que Sémus allait donc donner son manifeste, et je me suis demandé quel texte je pouvais choisir pour être avec lui, avec ce que moi avec ma part dans cette immensité dans laquelle on est tous, dans cette immensité d'ensuite, etc. Et j'ai choisi le j'écoute parce que pour moi, c'est à travers ce mot-là, à travers ce mot-là, que peut-être je me sens le plus proche de dire quelque chose de la poésie. J'ai toujours le sentiment d'écouter, même, vous voyez, par exemple, là, je vous parle, on dirait que c'est moi qui parle, mais en fait, je vous écoute. J'écoute votre silence, j'ai peur, mais en même temps, vous êtes là. Donc, je passe par-dessus mes peurs et je parie que vous êtes là avec moi. Donc j'écoute quelque chose en vous, à l'extérieur de moi, mais aussi quelque chose en moi. Mon désir de véritablement parler. Et si j'ai quelque chose à dire, qui fasse un lien entre, on va dire, l'éducation nationale, la poésie, etc., c'est que parler, c'est pas quelque chose qui s'apprend dans les livres, et que la poésie apprend à parler à l'autre, à cet autre qui est très difficile de rencontrer, puisque de plus en plus avec les nouvelles technologies, on apprend aussi que l'autre est loin, en étant au plus près, et que justement ça suffira pas, les objets, pour nous rapprocher. Ça suffira pas votre téléphone portable, ça suffira pas l'écran, ça suffira pas même de pouvoir faire des choses à travers un écran pour les faire vraiment. Donc moi, je crois que d'essayer de parler, de vous dire, de vous écouter, c'est ce que j'ai choisi pour être là en même temps. On passe tous en même temps, et j'ai choisi moi de parler pour être là avec vous. Alors, on va d'abord donner la parole à un ancien élève du lycée, Henri Guette. Votre expérience dans ce domaine de la poésie, j'ajouterais, je préciserais bien sûr, de la poésie contemporaine avant toute chose. Alors, effectivement, en tant qu'ancien élève, je me suis retrouvé à cette place sur les gradins il y a plusieurs reprises. Et je suis ensuite revenu pour différentes lectures. Et j'en ai fait mon champ de recherche. J'ai fait des recherches en littérature, en m'intéressant aux éclats de voix dans la poésie contemporaine, à la performance,
avec des figures comme Charles Penquin. Et ça m'a amené petit à petit à travailler dans l'art contemporain, puisque depuis Dada, en fait, il y a l'idée, chez les artistes comme chez les poètes, que la poésie, ou en tout cas l'art, s'articule avec la vie et qu'il faut trouver un moyen de les faire tenir ensemble. Et c'est un peu ce qui guide mes pas. Donc depuis mes études en littérature, je suis arrivé à l'art contemporain et aujourd'hui, j'organise des expositions, j'écris également des textes sur des artistes, mais à chaque fois, il y a toujours cette présence, cette trace du poème que j'essaie de garder. Georges Guillain, est-ce que tu crois au devenir du poème? Si je répondais non, je pense que ça surprendrait tout le monde. Bon, d'ailleurs, encore que je ne sais pas véritablement ce qu'on met dans devenir, je ne sais pas non plus ce qu'on met dans le poème. Et en fait, plutôt que de parler, comme on parle assez régulièrement, de poésie, voilà, d'art, je préfère... C'est pour ça d'ailleurs qu'on emploie le mot de poème et non pas de poésie. Voilà. Je préfère de loin, depuis quelque temps, parler, comme l'a fait Lily, de parole, en fait. Parce que ce que je crois pour être poète, mais aussi pour fréquenter assez régulièrement les établissements scolaires. D'abord, je les ai fréquentés professionnellement, par obligation, mais aussi par plaisir, par goût. C'est vraiment un métier que j'ai beaucoup aimé. Mais maintenant, on va pas dire par passion, parce que je ne crois pas à la passion. Enfin, je ne suis pas quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un de sérieux, en fait. Ce qui n'empêche pas l'humour de temps en temps. Je me dis qu'il y a un besoin de parole, un besoin essentiel de parole chez les jeunes. Hein. Ce besoin de parole chez les jeunes, il est bridé, il est à la fois aidé, stimulé en principe par l'éducation, dont l'objectif est de ex-ducere, c'est-à-dire de conduire l'enfant en dehors de son enfance, c'est-à-dire en faire un être, comme on dit, un être à part entière, un sujet avec un S majuscule, en fait, pour que vous deveniez les sujets de votre vie, en fait, très très souvent, on vous assujettit à une langue et en fait, on vous bride, c'est-à-dire qu'on vous inculque, qu'on vous fait entrer plus ou moins de force par l'habitude, par la répétition, la parole des autres. Hein. Vous le savez sans doute, vous qui allez préparer les épreuves ou qui les avez déjà passées, les épreuves orales du baccalauréat, qu'en fait, au baccalauréat, quand vous devez parler d'un poème, en fait, on vous demande la plupart du temps, malheureusement, c'est pas l'institution qui vous le demande, et je crois que Jean-Christophe le précisera tout à l'heure, c'est pas l'institution qui le demande, mais ce sont les habitudes, on vous demande, vous croyez qu'on vous demande de répéter la parole du professeur. Alors là, si vous voulez, moi, ce à quoi je crois, c'est non pas au devenir, je ne suis pas encore là, mais à la nécessité de la parole. De la parole habitée, de la parole confiante, de la parole qui soit en relation, comme on l'a vu avec la lecture de Lily, en relation profonde avec un être. Bon, j'avais d'autres choses que j'aurais bien aimé vous dire, notamment des expériences concrètes. On y reviendra. Je pense que le mieux, c'est que la parole tourne. Absolument. Et puis, d'autant que je souhaiterais effectivement qu'on puisse donner la parole au public derrière tout ça, puisque justement on est là pour avoir un échange et pas simplement une table ronde. Jean-Christophe Planche, Lily Frick parlait tout à l'heure d'apprendre à parler à l'autre. Je rajouterais peut-être aussi apprendre à parler de l'autre. Le rapport que vous pouvez, vous, au sein de l'éducation nationale, avoir avec la poésie contemporaine, le poème contemporain, quel est-il aujourd'hui? Oui, donc en fait, vous fermez... vous posez la question de la poésie contemporaine. Alors, nous, on est quand même aussi dans des missions de transmission, donc il faut que nous abordions d'abord la question de la place de la poésie en général. Et donc, les jeunes qui sont dans cette salle ont été confrontés à la poésie de manière beaucoup plus fréquente que ne le sera un lecteur dans sa vie ordinaire, un lecteur adulte, puisque les corpus de textes poétiques, pour employer un terme, représentent quand même à peu près un quart des textes qui sont étudiés, que ce soit en collège, en lycée général ou en lycée professionnel. Donc c'est quand même un volume considérable. Donc ça, c'est quand même une première chose peut-être à remettre en perspective. On continue à transmettre la poésie de manière très significative dans les classes, et avec des approches qui, me semble-t-il, vous conviendraient tout à fait, puisque si je prends quelques expressions, en collège, par exemple, on nous demande de
comprendre comment la poésie joue de toutes les ressources de la langue pour célébrer et intensifier notre présence au monde. Donc on est tout à fait dans ce que vous disiez, hein, de la fonction première et essentielle de la poésie. En première de lycée général, on demande d'étudier, c'est le titre même carrément de l'objet d'étude, hein, l'écriture poétique et la quête du sens, du Moyen-Âge à nos jours. Donc on ne peut pas dire que la poésie soit absente et qu'elle soit dévoyée. Là, ça c'est une première réponse. Après il y a la question de la poésie contemporaine, qui là effectivement est beaucoup moins présente en termes de lecture. Nous étions en début de semaine au séminaire national des inspecteurs à la Bibliothèque nationale de France, et nos inspecteurs généraux nous ont fait part d'enquêtes donc menées en collège, en lycée général, en lycée professionnel, sur les œuvres qui étaient étudiées. Et là, il n'y a pas de surprise, il n'y a aucun poète contemporain, si ce n'est de manière extrêmement marginale. Mais quand on fait des nuages de mots, ils n'apparaissent pas. Donc, en termes de lecture, il y a une très faible présence de la poésie contemporaine dans les classes. Alors, ça fait des années que nous travaillons avec Georges, nous pouvons émettre quelques diagnostics. Hein. Les professeurs la connaissent extrêmement peu. Ils la lisent extrêmement peu, ils l'ont extrêmement peu étudiée. Donc on a quelques poètes comme Francis Ponge, René Char, mais qui sont plus si contemporains, mais qui ont trouvé toute leur place. Mais souvenons-nous, par exemple, quand les planches courbes d'Yves Bonnefoy a été mis au programme en terminale L vers 2004-2005, le tollé quand même que cela a suscité chez les enseignants. Comment pouvons-nous étudier un poète que nous ne connaissons pas nous-mêmes, hein? Donc, en termes de lecture, il y a extrêmement peu de présence, et puis il y a aussi une porosité entre, une confusion, je ne sais pas, ça c'est à vous de dire, mais entre poésie contemporaine, slam, chanson contemporaine, parce que quand on parle de contemporain, on va, quand nous, inspecteurs, nous parlons de poésie contemporaine, on nous répond souvent slam ou voire Kenny Arcana, ou rap, et je ne sais pas un jugement de valeur, hein, c'est juste un retour. Bon, et par contre, on peut également aborder la poésie en termes d'écriture. Et là, dans le domaine des écritures créatives, hein, qui sont quand même fort présentes dans nos classes, c'est quand même l'écriture poétique qui domine. Quand on voit, quand il y a des ateliers d'écriture dans les classes, ce sont quand même essentiellement des ateliers d'écriture poétique, parfois théâtrale, mais plus rarement quand même narrative, pour des raisons très simples, hein, sans doute d'accessibilité, d'immédiateté, de connexion avec ce qui importe dans la parole, dans la prise de parole. Mais donc, je pense qu'on pourrait dire quand même que la poésie est présente en termes d'écriture. Et puis, pour ne pas être trop long, donc, il y a quelque chose qui nous a frappé dans les résultats de l'enquête de notre inspection générale, c'est qu'ils ont dit qu'il y avait un rôle extrêmement fort des concours. Parce que ce qu'on dit de la poésie contemporaine, on le pourrait dire de la littérature jeunesse. Elle est extrêmement peu présente également et très très peu connue des enseignants. Et donc les concours, les prix ont un rôle prescripteur tout à fait considérable. Et c'est pour cela que nous soutenons depuis de nombreuses années et respectons et remercions donc Georges Guillain et l'Association des découvreurs d'organiser ce prix, parce que ça fait découvrir, mais y compris à nous-mêmes, hein, inspecteurs. Enfin là, on a regardé la sélection avant-hier, nous ne connaissons aucun des livres qui sont dans la sélection, alors que nous sommes des grands lecteurs. Hein. Mais c'est difficile d'accéder à la poésie, tout simplement. Et donc, et pour les enseignants, et bien sûr, in fine, pour les élèves, qui sont quand même les destinataires de toutes ces affaires. Je vais poser la question justement à Yves Boudier. Est-ce que justement la poésie est difficile d'accès pour les élèves ou pour les enseignants? C'est pas une question facile, parce que la poésie peut être difficile d'accès. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut la repousser. Et puis elle peut aussi être facile d'accès. En vous écoutant vos propos, vous insistiez sur le fait que dans l'atelier d'écriture, c'est souvent la pratique du poème qui l'emporte sur d'autres régimes d'écriture, pour de bonnes raisons, parce qu'on touche assez rapidement à quelque chose de sensible, qui est en écho avec le fait qu'on a tous écrit de la poésie, on peut continuer de l'écrire, mais tous les jeunes, toutes les personnes qui maîtrisent l'écriture, ou même sans la maîtriser vraiment, dans leur intimité, ont un jour écrit un poème, ou écrit quelque chose qui pourrait s'appeler poème, ou qui fonctionne comme un poème, c'est-à-dire qui travaille sur la subjectivité et qui construit une sorte de rapport à soi et de paroles adressées à l'autre, dans le secret de l'autre absent, parfois, puisqu'on n'écrit pas forcément pour être lu,
on verrouille son petit carnet d'écriture, ou on lit à quelques amis, ou dans un rapport de désir, dans une situation d'amour, de désir, on peut comme ça faire part à l'autre de quelque chose qui est passé par le poème. Ça, c'est très important. Mais en même temps, c'est aussi une forme d'écriture qu'on pratique dans la scolarité pour de mauvaises raisons, parce qu'on se dit c'est bref, c'est court, ça ne va pas les ennuyer. Très rapidement, on va faire un petit truc qui va ressembler à un poème. Le haïku a inondé tous les ateliers d'écriture, et on fabrique des choses. Alors, j'ai pas envie de les condamner parce que c'est toujours bien de passer à l'action et de faire quelque chose. Mais on fabrique parfois quelque chose qui va se retourner contre soi dans les années qui suivent, c'est-à-dire que l'élève se dit finalement oui c'était sympa, mais finalement c'est pas très important, ça n'a pas fait monter mes notes, ça n'a pas fait grand-chose. Il y a deux, trois enfants, autour de moi qui se sont passionnés pour ça, mais finalement c'était pas beaucoup de choses. Alors, bon. Puis il y a un point sur lequel je voulais revenir quand Georges parlait de la difficulté liée aux examens, à l'oral du bac de français par exemple, sur la modélisation du discours que l'on se croit obligé de tenir sur un poème. Alors ça relève aussi de la scolarité, et la scolarité passe néanmoins par la maîtrise de forme. Il y a une dimension qu'on appelait rhétorique quand j'étais plus jeune, mais il est important aussi de s'assurer qu'un élève peut approcher un texte non seulement par une parole un petit peu floue, mais avec pas des outils de lecture, parce que cette métaphore de l'outil, de la boîte à outils, l'explication est assez rugueuse, mais avec des éléments qui inscrivent le poème dans une pratique d'écriture, dans une histoire de l'écriture, dans une histoire des formes. C'est très important, la poésie est indissociable des formes. C'est pas de la prose qu'on coupe en petits bouts, elle a une histoire et il faut la connaître et savoir la restituer. Mais effectivement, il y a quelque chose de plus profond qui est que quand on lit un poème, on a un rapport à soi, à l'intimité du poème, et que cette intimité, elle n'est pas facile à partager, en plus le jour d'un oral, devant quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça n'est pas son prof d'habitude, c'est quelqu'un qui est venu là, on a battu les cartes un peu. Et c'est très difficile de trouver à faire part de ce qui peut être profond en soi dans un système qui évacue un peu la profondeur. Moi, j'ai longtemps été dans des jurys d'examen, et en particulier aussi à l'oral du bac de français, et de temps en temps, je n'en pouvais plus, et je m'ouvrais auprès de tel ou tel élève, et je lui disais, mais vous n'aimez pas ce texte, c'est manifeste, mais dites-moi pourquoi vous ne l'aimez pas, ce n'est pas un piège. Et j'avais parfois des discours tout à fait passionnants. C'est-à-dire que c'est souvent plus facile de dire pourquoi on n'aime pas une chose que de dire pourquoi on l'aime, en particulier par rapport à un poème. Et ça, c'est quelque chose d'important. Bon, cette contradiction entre l'examen et l'intimité, je m'arrête là parce qu'on pourrait la traiter pendant des heures. Je ne voudrais surtout pas qu'on oublie, vous n'hésitez pas si dans la salle vous souhaitez intervenir dans cette discussion, parce qu'il ne s'agit pas pour nous d'avoir un mur. En plus, on a fait venir deux poètes spécialement pour l'occasion, pour que vous puissiez les rencontrer et échanger avec eux. Donc n'hésitez surtout pas si vous souhaitez intervenir. Il y a des micros à disposition, donc s'il y a déjà quelqu'un qui souhaite faire une intervention, vous pouvez lever la main. Ce qui ne se fera pas dans l'immédiat, non ? C'est une petite réaction par rapport aux propos qui viennent d'être tenus. C'est que tu voyais, ouais, d'accord, quand on fait que on peut apercevoir le public. Non, enfin, je sais pas. C'est vrai que en parlant de devenir du poème, nous sommes tous des êtres en devenir. Et il faut donc se voir dans ce mouvement-là comme ça. Des êtres devenus, c'est des êtres morts. Celui qui se contente de ce qu'il est, c'est quelqu'un de mort. Donc comment ne pas devenir un mort ambulant comme ça, mais de continuer à devenir. Là, c'est quand je parlais de la poésie et de la création. La poésie et la création, c'est un peu le carburant de ce devenir-là, qui nous invite à devenir plus grand, à arriver à une sorte de complétude. Nous sommes tous des êtres un peu, on va dire, incomplets. Mais si on se donne les moyens, on peut devenir des êtres plus complets. Et c'est Michel Foucault qui parle de « Faites de votre vie un chef-d'œuvre ».
si on arrive, parce qu'on a, on a de quoi faire, avec les 5 000, les 10 000, les 20 000 ans de création en partant des peintures dans les cavernes, en partant des chants de Gilgamesh, en partant de Homère et jusqu'à Borges et Ponge, vous parliez. Donc on a de quoi. Et tous ces gens-là ont œuvré pour devenir un peu plus grands que ce qu'ils étaient, pour porter cet esprit de l'humanité un peu plus loin. Et c'est à nous de ne pas faire comme si on était une page blanche, de respecter cette continuité et cette richesse. Je dis qu'il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de l'avenir. Il y a une coprésence du passé et de l'avenir et du présent. Il faut, c'est pour ça que j'ai un texte là où je parle de Homère, et j'en parle comme si c'était mon oncle aveugle et qui gardait les chèvres à côté de chez moi. Donc quand c'est pas quelqu'un de mort que j'essaie de lire, mais c'est quelqu'un de vivant qui peut me servir d'exemple. Je dis Baudelaire ou je ne sais pas n'importe quel auteur de la Pléiade, on a du mal à le lire. Mais si vous imaginiez Baudelaire dans sa vraie vie, là aujourd'hui, peut-être il y a des Baudelaire qui traversent la rue, vous ne le salueriez même pas. Donc il faut créer, ce n'est pas des êtres comme ça inaccessibles, ce n'est pas des êtres qu'il faut mettre sur des piédestals, c'est des êtres qu'il faut mettre à notre hauteur et avec qui on peut créer un échange, créer une circulation. Et cette circulation-là, donc c'est le devenir à la fois des êtres que nous sommes et le devenir du poème et de la littérature. Lily. Oui, moi en fait je vais juste tourner autour du mot parler, tout simplement parce que dans un des textes que j'ai pu écrire, et même le livre que j'ai écrit, Carnet sans bord, je l'ai écrit justement parce que je voulais faire un aveu. Je voulais parler d'écrire et que ce soit parler, pas écrire. C'était important pour moi. J'en ai marre d'écrire. Mais pas moi, j'en ai pas marre, moi, d'écrire. J'en ai marre du mot écrire qu'on pose sans savoir ce qu'on pose. Parce que écrire, si c'est pas parler, je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'en fous des gens qui écrivent si en même temps d'écrire, ils ne parlent pas. Et écrire et ne pas parler, c'est quoi? C'est justement faire des phrases avec juste des formes d'apprentissage qu'apparemment il faut qu'on apprenne à l'école. Mais si ces formes ne parlent pas, je me demande bien pourquoi on les apprend. Et c'est justement cette réflexion qu'il faut peut-être faire. C'est-à-dire, oui, il y a des formes qu'il faut apprendre parce que ces formes nous permettent de parler, de dire quelque chose à quelqu'un. Et puis, on peut aussi être enfermé dans les formes. Mais la chose que je veux dire, c'est que pour moi, jamais la poésie n'a été le synonyme de contemporain, d'art, ou toutes ces choses-là maintenant, c'est-à-dire tentative, expérience, etc. C'est juste un risque vital qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Vous voyez ce que je veux dire? On ne s'amuse pas avec ça. On peut le faire parce qu'on est dans une société qui le permet. On est dans une société qui permet de jouer avec l'essentiel. Voilà. Donc, mais ça, pour moi, c'est pas la poésie. La poésie, il faut qu'elle parle. Et c'est beaucoup plus dur de parler que de faire une belle phrase ou de découper à la moulinette ou avec un outil quelconque un texte. Vous voyez? Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire aussi peut-être l'art d'aujourd'hui, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, c'est important, quel que soit ce qu'on fait, quelle que soit la pratique. Ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de garder, de sauver, oui, c'est assez grandiloquent, mais parce que les mots me sauvent la vie chaque jour. Parce que si, vous voyez ce que je veux dire, c'est avec ça que je me démerde. Donc, je ne supporte pas si les mots ne deviennent que des façons de se positionner socialement, de devenir un poète, justement, qui est soi-disant celui qu'il faut aller écouter ou aller regarder, quoi. Pour moi, il faut que ça parle. Et c'est pour ça que j'ai mis des mots sur le papier dans un livre, alors que je ne pense pas que les mots doivent être arrêtés.
sur le papier. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, vous écrivez à partir du moment où vous essayez d'exprimer quelque chose qui est dedans et que vous sortez dehors. Et en sortant dehors, ça vous délivre, ça vous allège, ça vous fait perdre du poids, pas dans le visible, mais dans l'invisible. Et dans l'invisible, c'est des tonnes qu'il faut perdre. Dans le visible, il faut perdre 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, et on est top, on est baisable. Dans l'invisible, c'est un autre truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, c'est ça. Écrire, c'est perdre des tonnes dans l'invisible. Si vous faites ça, que vous le fassiez sur le papier, avec de la peinture, avec du tissu, voyez avec votre corps, vous écrivez. Voyez, pour moi, parce que vous parlez, vous dites quelque chose à quelqu'un, vous le délivrez, en vous délivrant, vous délivrez l'autre de sa condition, des limites de sa condition. Pour moi, voilà, c'est ça, parler. Voilà. Henri Guette, avec votre expérience, celle que vous avez pu avoir avec les découvreurs ici, et ce que vous avez pu faire de la poésie après vos études, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Qu'est-ce qu'elle vous apporte encore aujourd'hui? Merci. Mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la distinction entre poésie et poème. Moi, j'aimerais aussi parler de la distinction entre poétique et poésie. Aujourd'hui, il y a du poétique partout. On peut parler d'un film, on peut parler effectivement d'art, on peut parler de choses. Et il y a un texte de Gombrowicz qui est très intéressant, qui s'appelle « Contre la poésie ». Et, super. Et en fait, il compare la poésie à du sucre pur, en disant quelle idée de consommer du sucre pur. On ne peut pas, enfin, justement, on l'en met dans des préparations, etc. Donc là, là on a cette distinction entre poétique et poésie. Et le poème, c'est pour moi cet essentiel, cette quintessence des choses qui demande également d'être... on parlait du rapport à l'autre, et effectivement, c'est tellement essentiel pour l'auteur qui l'a écrit, il y a cette nécessité de parler, que pour l'autre, il y a aussi cette nécessité de s'en emparer. Je pense que c'est ça. Après, comment... moi, le devenir du poème, je le prends peut-être dans un premier degré, c'est les formes contemporaines que ça prend. Donc, il y a toujours le parler, mais j'essaie de voir comment ce parler peut effectivement se passer du livre, peut se manifester sur une scène, dans la rue, dans des écritures qui s'affranchissent d'un support en particulier. Jean-Christophe Blanche, est-ce que vous pensez qu'on peut essayer de tous réfléchir à donner une bonne formation sur la poésie contemporaine? J'insiste bien sur ce terme. Je sais bien qu'il y a effectivement dans l'éducation nationale la poésie est présente, mais moi j'insiste sur ce terme de la poésie contemporaine parce que c'est celle que nous on défend depuis 36 ans à travers le marché de la poésie. Que pourrait-on faire ensemble pour que justement dans la formation des enseignants soit intégrée cette poésie contemporaine? Ça dépasse un peu mes prérogatives, mais ce que nous faisons, nous, en tout cas, à l'échelle de l'Académie de Lille, eh bien, c'est par exemple soutenir les prix des découvreurs, c'est organiser des stages de formation, en fait, puisque et la présence de deux poètes parmi nous est extrêmement symptomatique. Les préventions des élèves et des enseignants, ou la méconnaissance, ou la crainte, peu importe, liée parfois à la poésie contemporaine, s'évanouit dès que les poètes sont présents, en fait. Donc, multiplier les rencontres, ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait essentiel. Et je pense qu'il y a beaucoup enfin, j'imagine que vous avez déjà fréquemment rencontré des publics scolaires. Bon, mais ça va venir avec votre sélection. Bon, il y a la rencontre, les stages de formation, donc nous proposons régulièrement des stages de formation aux enseignants, et ensuite, alors il y a la pression des examens comme vous le dites, mais sur les examens pour nous c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'est pas là non plus pour déstabiliser les élèves, donc c'est pas le jour de l'examen qu'on va demander aux gens de s'exprimer
sur ce qui les anime profondément. Enfin, on est juste là pour valider des compétences. Enfin, ce serait, je pense que ça mettrait un peu en péril tout le monde. Donc, et après, les faire entrer dans les programmes. Bon, nous avons un inspecteur général qui est Olivier Barbaran, qui est poète, qui a été lauréat d'ailleurs du prix des découvreurs il y a quelques années, donc qui essaye de faire en sorte qu'il y ait de la poésie dans tous les programmes. Ensuite, moi, je pense qu'il y a aussi la diffusion, parce que dans l'éducation nationale, enfin, les livres de poésie sont quand même assez coûteux. Alors, vous allez me dire qu'il y a quantité d'exceptions, mais pas très bien diffusés. À Calais, on a la chance d'avoir la librairie du Chanel, mais bon, le rayon poésie, ça fait, je sais pas, 2 étagères. Et moi qui vis dans une grande ville, c'est un petit peu pareil, quand je vais au Furet du Nord. Vous savez, la poésie, c'est 0,3% du chiffre d'affaires en librairie. Donc, c'est tellement ridicule, 0,3% du chiffre d'affaires librairie. Donc, c'est tellement ridicule que si effectivement on se base là-dessus pour essayer de mettre en place de la poésie chez les libraires, d'abord, il y a beaucoup à faire pour même arriver au double qui serait ridicule également. Et si on compte là-dessus pour que les choses se développent, on aura beaucoup de mal. Donc moi, si vous me demandiez dans l'idéal, si j'avais vraiment... moi, ce serait de sortir des anthologies. Je pense aux anthologies qui étaient parues il y a quelques années chez POL. Enfin, il y avait 4 éditeurs qui s'étaient associés pour sortir 4 anthologies. Là, ça, je pense que ça peut vraiment pénétrer dans les classes, être accompagné. Où il y avait Jean-Michel Espitalier également qui avait fait Pièces détachées chez Pocket. Non, mais cette question de l'accessibilité, enfin, il y a beaucoup d'élèves, mais au-dessus de 10 euros, on ne fait pas acheter les livres. Donc il n'y a que Poésie Gallimard qui est en dessous de 10 euros. Mais Poésie Gallimard, il n'y a pas d'appareil critique, il n'y a pas de... Non, je pense que les profs... Et il y a très peu de contemporains vivants. Il y a certains enseignants quand même, où dans les CDI ou les bibliothèques, on peut trouver des textes et on peut demander aux élèves de construire des anthologies. Moi, j'ai vu des établissements où des élèves avaient construit des anthologies qui sont restés dans l'établissement et qui sont devenus des outils pour les générations suivantes. Et ça, c'est particulièrement intéressant, parce que quand les jeunes construisent eux-mêmes leur anthologie, il y a quelque chose d'un choix qui s'exprime. C'est très très fort. Est-ce qu'éventuellement, je peux vous demander si on pouvait mettre la lumière dans la salle pour voir le public, parce que moi, j'aurais aimé savoir, parce qu'on va arriver à la fin de cette rencontre, le temps est très vite passé, et j'aurais aimé savoir ce que peut vous apporter à vous une rencontre directe avec, enfin indirect, parce que bien entendu, vous êtes assis en face, mais d'avoir l'accès à une rencontre avec des poètes que vous imaginiez peut-être totalement différents de ce qu'ils sont face à vous. J'aimerais bien avoir quelques réactions de votre part, et je voudrais bien que quelqu'un se dévoue pour commencer. Il y a une jeune fille ici, s'il vous plaît. En fait, tout à l'heure, vous disiez que c'était facile de communiquer avec un poète parce qu'il utilise des mots simples et tout ce qu'il veut, c'est échanger avec nous, avec tout le monde. Mais c'est un peu dur parce que le poète, il écrit tellement des belles choses avec des mots qu'on va pas utiliser tout le temps. Et en fait, on va peut-être nous-mêmes le mettre sur un piédestal. Et souvent, le poète, ça devient un peu le poète, il va devenir quelqu'un un peu d'inaccessible, je dirais. Et c'est difficile d'échanger parce qu'on se sent... Enfin, c'est pas des mots qu'on utilise tous les jours. Et du coup, personnellement, j'aurais du mal à y aller parce que je me sentirais un peu en dessous. Enfin, je sais pas comment dire. Oui. Dans le journal que vous avez pris, pour certains, sur la première page, il y a un petit poème de Beckett. Vous l'avez sous les yeux? C'est vraiment des mots de tous les jours. Alors évidemment, l'ordre du poème n'est pas tout à fait la syntaxe de la parole quotidienne. Moi, je voudrais juste dire à la jeune fille qui vient de parler qu'en fait, elle vient d'y aller, quoi. Elle vient de le faire, ce qu'elle craignait, ce qu'elle avait peur de ne pas pouvoir faire. Et je crois que c'est justement ça, la poésie. C'est, tu prends le risque. Et moi, je comprends vraiment. Mais tu vois, ce qui t'empêche de parler, c'est véritablement... c'est social, c'est la posture, c'est la situation, la table ronde, etc. Mais véritablement, il n'y a aucune différence entre tes mots
et les mots de la poésie. Et même moi, j'adore justement, par exemple, comment tu t'es exprimé. Je trouve que c'est d'une sincérité qui parfois manque à la poésie. Puis il ne faut pas tout accorder à la poésie. Il y a beaucoup de gens qui sont impuissants justement à l'essentiel dans la poésie, c'est-à-dire à la sincérité, à la simplicité, et qui masquent ça par une langue hermétique. Il ne faut pas croire que l'incompréhensible est toujours de bonne qualité, parce que pour qu'il soit de bonne qualité, il faut qu'il soit vrai, l'incompréhensible. Donc il ne faut pas qu'il vienne du poète, il faut qu'il vienne de la vie. Donc quand vous ne pigez pas quelque chose d'écrit, vous pouvez vous poser la question de la nécessité que ce soit incompréhensible. Ça peut arriver, mais il ne faut surtout pas s'empêcher de parler parce qu'on se sent moins cultivé ou la mort, je veux dire, on meurt tous, cultivés ou pas, et elle ne fait pas de distinction. Et ça nous donne tous le droit d'en dire quelque chose, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Tout à l'heure, vous parliez du fait que les personnes qui se suffisent à eux-mêmes, c'était des personnes mortes. Justement, ceux qui se suffisent à eux-mêmes, c'était des personnes mortes. Seulement, à partir du moment où on cherche tout le temps à se surpasser pour devenir quelqu'un d'autre, on ne va jamais réussir à se construire. Donc, comment on peut, en tant que jeune, se construire alors qu'on cherche tout le temps à devenir quelqu'un d'autre en cherchant au-dessus à chaque fois? Alors, c'est l'arroseur arrosé. Non, parce que ça veut dire qu'on a une idée figée de soi-même. Quelqu'un qui a déjà une idée, quelqu'un qui croit qu'il est déjà, ça veut dire qu'il se barre la route. Il se met un obstacle devant, il dit ça y est, à partir de là, à partir de, comment on s'est dit, à partir de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Vous croyez que vous n'avez plus de ticket pour aller plus loin. Et il y a, je dis, nous sommes entre provenance et destination. Nous avons chacun une provenance. Nous avons chacun des racines de ce que nous sommes aujourd'hui, notre quotidien, notre milieu social, notre culture, notre ci, notre ça. Ça, c'est la soupe de chacun. Ça, c'est la provenance. Mais aussi, un être sans destination, il va s'assécher sur pied, sur place. Qui fait qu'on a un grand poète de l'Orient qui s'appelle Rumi, et en parlant de la danse des derviches tourneurs, vous connaissez la danse des derviches tourneurs, hein, il dit « Je me fixe avec mon pied gauche et avec mon pied droit, je fais le tour des univers. » Donc avoir un point fixe, ça nous permet de faire le tour des univers et de devenir plus grand. Il ne faut pas avoir peur de devenir plus grand. C'est pas, quand j'avais publié mon premier recueil, quelqu'un qui était venu me dire moi aussi j'écris, mais j'ai peur de lire des autres parce que j'ai peur que ça change mon style à moi. Donc quelqu'un qui, en fréquentant les autres, a peur de se perdre lui-même, c'est qu'il y a quelque chose qui lui manque, donc il faut qu'il retourne faire sa musculation, qu'il muscle sa parole, sa tête, ses neurones, mais il faut et qu'il y retourne. Donc cette histoire entre provenance et destination, et avoir de quoi poser un pied dessus, quelque chose, ça peut être, nous avons chacun quelque chose qui peut nous servir de socle. Et donc je pose mon pied gauche et avec le pied droit, je fais le tour des univers. Il ne faut pas avoir peur et vous verrez que ça vaut le coup. Est-ce qu'il y a d'autres intentions de s'exprimer? Non, mais je crois qu'on va donc boucler là cette Et aussi, rencontre. juste par rapport à la poésie, ce que disait la facilité, les plus beaux poèmes, c'est les plus simples.
Philippe Jacotet, qui est un très grand poète et un très grand traducteur, et qui est un très grand traducteur aussi de Homère, en parlant de la poésie d'Homère, il disait, quand il était face à cette poésie, il avait l'impression de tenir de l'eau fraîche dans sa paume. C'est cette simplicité, cette beauté que la poésie peut nous donner. Donc ce n'est pas une complexité, ce n'est pas avec des mots compliqués, c'est avec des mots simples qu'on arrive à construire de la beauté, de la profondeur. Donc n'ayez pas peur, là non plus, d'aller avec vos propres moyens. Moi je pense en fait que c'est pas avec des mots, hein. Franchement c'est pas avec des mots qui soient simples ou compliqués, en fait on s'en fiche. Hein. C'est avec vraiment du désir, avec la volonté de mettre en relation une vie, hein. Et vous avez tous une vie, vous avez tous des difficultés à la vivre cette vie, hein, qu'on soit jeune ou vieux, à quelque âge que ce soit, hein. Et que comme vous êtes des êtres parlants, vous avez cette nécessité qui est celle de notre espèce, de trouver des mots qui vous correspondent. Et c'est pour ça que les mots des poètes, quand vous les faites venir dans les classes, là, justement, je voulais vous montrer un travail, mais on n'aura pas le temps, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui attendent là de l'autre côté, mais je pensais à Jacques Darras, qui est venu avec ses mots compliqués, avec son immense culture. Hein, eh bien, les mots de quelqu'un qui a une immense culture, avec ses mots compliqués, quand ils sont animés vraiment par quelque chose de vivant, rencontrent aussi ce désir chez vous, il vous donne envie de trouver vos propres mots, et que ces mots soient mis bien ou pas bien ensemble. Hein. C'est pas important. Hein. Ce qui est important, c'est l'intensité de la relation que vous aurez pu établir entre les mots et la parole. Hein. Et là, les poètes vous montrent qu'il y a des gens qui passent leur vie à faire ça, qui passent toute leur énergie, le meilleur d'eux-mêmes, c'est de mettre en relation une vie avec des mots, avec une parole. Eh bien, la rencontre est importante quand les poètes vont dans les classes, parce qu'ils donnent cette image même de la relation. Et que vous, ensuite, vous pouvez aussi suivre. Il y avait un diaporama où c'était des gens de Bruay-la-Buissière. Comprenez, Bruay-la-Buissière, c'est un trou perdu, si vous voulez, entre Londres, Bruxelles et Paris. Mais c'est un trou, quoi, entre les deux, entre tout ça, c'est un trou. Les gens n'ont rien, il n'y a pas une librairie. Eh bien, ils font des choses extraordinaires parce qu'ils mettent leurs mots dans les mots des poètes qu'ils ont rencontrés. C'est pas les mêmes mots, mais c'est leur vie à eux, en tout cas, qu'ils ont essayé de mettre. Et ça, je trouve ça, c'est fort et c'est important. Je crois qu'il y a une question ou une remarque. Pour moi, est-ce que la poésie ne serait que des mots, en fait? Est-ce qu'elle ne serait pas autre chose? Comme par exemple, pour moi, la poésie, je la vois partout. Que ce soit dans un parc, dans la ville. Mais est-ce qu'elle s'exprime vraiment qu'avec des mots? Elle peut s'exprimer aussi par des balbutiements. Quand on pense à la poésie sonore, je me rappelle, il y avait Sébastien Lespinasse qui était venu il y a quelques années. Ça passait aussi par une gestuelle, ça passait par le corps, et ça passait par tout ce qui est de l'ordre de l'expression. Ça peut passer également par des montages vidéo. On a entendu parler avec le marché de la poésie qui avait lancé un concours de vidéo-poèmes il y a quelques années, il me semble. Donc ça ne passe pas que par des mots. Le mot poésie est homonyme de quantité de choses. C'est-à-dire que certains diront que cette bouteille peut être poétique. Tout peut être de la poésie. Moi, je ne sais pas très bien ce que c'est la poésie. Je sais ce qui n'en est pas. C'est très troublant. Mais je parle plutôt du poème. Je préfère m'intéresser au poème, c'est-à-dire à cette manière que la poésie a d'habiter la langue. Et on appelle ça le poème. Bon. Contrairement à ce que dirait Lily, mais c'est pas contrairement, c'est aussi en fusion avec ce qu'elle dit. L'écriture, par exemple, pour moi, est une façon d'accéder à la parole. C'est pas parler, mais c'est vraiment la solitude de l'écriture et de la graphie, du travail graphique, qui me permet aussi d'accéder à ce que Lily appelle la parole, et la raison, c'est fondamental. Donc, il y a différentes voies, et c'est le poème qui m'intéresse, la poésie. Je ne sais pas trop ce que c'est. Merci Yves. On va devoir boucler cette rencontre, puisqu'il y a d'autres événements qui doivent suivre. Et notamment dans les événements, il va bien entendu y avoir le travail des élèves que vous êtes, et puis il y aura de nouveau une lecture de Lily Frick et de Séimus Dakriki.